suis chère. Moi, j'ai un parcours assez atypique ou pas peut-être, mais j'ai 14 ans de multinationale derrière moi. Donc, il y a un moment où j'ai juste dit ras-le-bol et il faut changer quelque chose dans mon hygiène de vie, dans ma façon de vivre pour que ce soit vraiment proche de moi. Et c'est comme ça que je suis arrivée finalement au massage d'abord. Puis la réflexologie plantaire causale a traversé ma route et voilà, je me suis formée. Et l'alimentation, ça a été un peu le fil rouge à travers ce changement, puisqu'il s'est fait clairement aussi par là au début, totalement pour moi. C'est la demande des gens après qui m'a amenée à aussi consulter en alimentation. Mais au début, c'était juste vraiment pour moi. Le trop-plein était aussi alimentaire. Donc voilà. D'abord, c'est une approche individuelle de la personne, ce qui est assez rare en alimentation de nos jours. C'est écouter l'histoire de la personne donc, à travers un questionnaire assez long, ce qui fait à peu près 18 pages. C'est écouter la personne en individuel aussi pour peut-être trouver d'autres petites failles ou pistes qu'on pourrait suivre pour aider la personne dans un cheminement d'alimentation, dans le but souvent d'améliorer l'énergie ou la santé. C'est les principales demandes. Voilà, donc une fois qu'on a fait ça et qu'on a découvert finalement le profil de base de la personne, ce qui est en fait la nature profonde d'une personne, essayer de se rapprocher le plus possible de notre nature, dont on est complètement coupé de ça aujourd'hui, permet de retrouver une intuition propre au corps. Donc une nourriture vraiment adaptée à quelqu'un, à son profil, va lui permettre de retrouver sa boussole intérieure. Et donc c'est la grande différence avec d'autres approches en alimentation. Et il existe différents profils? Alors oui, alors je dirais qu'il en existe autant que d'êtres sur la planète, puisqu'il y a autant de métabolisme que d'êtres. Donc évidemment, il y a quand même des grosses lignes qui se dégagent. Par exemple, il y a des personnes qui typiquement métabolisent très mal les sucres, les glucides. Il y a des personnes qui métabolisent très mal les viandes, d'autres les céréales par exemple. Donc ça, ce sont 3 grands profils. Mais il y a aussi un profil assez nouveau depuis cette génération-ci. C'est les gens multi-allergiques, très sensibles à tout leur environnement, même domestique. Et ça, c'est assez nouveau et c'est une tendance qui est maintenant prouvée. Et je dirais que Tati, c'est vraiment la seule personne qui a vraiment mis le doigt dessus et l'a profilé, on va dire, en l'appelant les canaris de la modernité, pour les gens qui connaissent Tati. Et je crois qu'actuellement, même les naturopathes, les diététiciens, même la médecine commencent un peu à s'intéresser à ces gens qui sont en fait ultra sensibles, d'où le nom canari. Donc c'est ceux qui allaient dans la mine pour détecter le coup de grisou avant les autres. Donc ils ont des antennes beaucoup plus sensibles que d'autres. Et du coup, malheureusement, ça les empêche de vivre agréablement, on va dire. Ils sont sujets à plein de petits problèmes, plus ou moins gros. Voilà. Qu'est-ce que ça a comme conséquence, ces différences entre les profils? Ça veut dire que certains doivent manger de la viande, d'autres pas ou... Voilà, ça a la conséquence qu'une fois qu'on a trouvé plus ou moins le profil de quelqu'un, qu'on peut individualiser la route alimentaire qui s'ouvre à chacun. Donc effectivement, il y a des gens qui vont devoir arrêter en tout cas momentanément de se dire végétarien alors qu'ils le sont de nature pas, et augmenter le taux de protéines, en tout cas pendant un temps. Et après on peut trouver un compromis, parce qu'il y a aussi les valeurs des gens qui peuvent entrer dans ce genre de choses. Mais pendant un temps, il faut d'abord remettre les gens d'aplomb. Et l'inverse est vrai aussi? Est-ce qu'il y en a qui sont en excès de protéines? Oh, sûrement, oui, ça je n'ai pas encore trop vu dans mon cabinet, mais il y a certainement des gens qui ne mangent que de la viande, alors qu'ils ont peut-être un profil plutôt semi-végétarien et qu'il faudrait remettre beaucoup plus de légumes dans leur assiette. Heureusement, les gens que je vois ici sont des gens qui ont déjà quand même
vu pas mal de choses et ont déjà compris qu'il fallait manger des légumes. Donc voilà, mais je suis sûre qu'il y en a. Alors je me demandais si on pouvait trouver soi-même son profil alimentaire. Oui, alors on pourrait, hein, mais c'est très compliqué. Ça voudrait dire qu'il faudrait prendre beaucoup de temps pour soi, pour être à son écoute, finalement. C'est ça qui manque aujourd'hui. Comme on est coupé de notre nature profonde, qu'on est coupé aussi de la nature, on ne prend plus le temps de s'écouter. Donc c'est possible, mais alors il faudrait prendre vraiment le temps de se retirer un peu du monde, de s'écouter, d'écouter ses tripes, de dire vers quoi je suis attirée, vers quoi je ne le suis pas, de faire des expériences, d'éliminer par expérience les aliments qui ne nous vont pas, parce qu'on a compris qu'on avait des réactions immédiates ou pas, alors qu'on ne fait pas du tout attention en temps normal. Donc c'est beaucoup plus simple de faire un audit. Voilà. Quelles sont les étapes de l'audit? La première étape, c'est vouloir faire un audit, donc me contacter et j'envoie le questionnaire. Ça, c'est une démarche tout à fait simple, je l'envoie par email, ça n'engage à rien, la personne prend le temps ou pas de remplir l'audit. Si elle l'a rempli complètement et qu'elle désire vraiment faire l'audit, c'est-à-dire l'analyse de ce document, alors elle me recontacte, on prend rendez-vous et bien sûr elle m'envoie l'audit rempli au moins une semaine avant le rendez-vous pour que moi je puisse l'analyser. Le rendez-vous sert à affiner mon analyse avec des questions plus pointues que dans l'audit pour avoir, parce qu'on est de visu aussi, donc il y a plein de choses qui transparaissent dans la personne à ce moment-là et qui aident à individualiser davantage. Après ce rendez-vous, finalement on dégage un plan de route, une feuille de route où il y a quelque chose d'assez urgent à prendre en main et on va faire ce qu'on appelle une cure, où c'est plus facile ou mieux adapté à une personne d'aller étape par étape. Alors on dégage des points et on se dit on va d'abord faire 1, 2, 3, 4 points intégrés et puis on se revoit. Il y a des gens qui ont plus ou moins besoin d'être coachés aussi dans leur démarche. Il y en a un rendez-vous, puis ils sont partis, ils ont tout compris et ils se débrouillent. Et il y en a d'autres, ils ont besoin d'autre chose. Voilà. Mais j'avais constaté que c'était pas que des conseils alimentaires, il y avait aussi des conseils de relaxation. Ah oui, dans ce sens-là. Oui. Oui, parce que pour certains profils, c'est important aussi de mettre en place des notions de repos, par exemple, ou de relaxation profonde, parce que certains profils ont besoin de ça pour se ressourcer et ne peuvent pas se ressourcer uniquement par l'alimentaire. Alors que d'autres, oui, peuvent pratiquement tout faire par l'alimentaire. Voilà. L'alimentaire n'est jamais qu'une partie du rouage de la santé globale pour moi. Oui, on peut faire le profil des enfants. Alors bien sûr, là, ce qui comptera le plus, c'est l'entretien individuel. Donc le questionnaire, on va le remplir ensemble. Il est beaucoup plus court et il est vraiment ciblé vers l'enfant. Donc là, effectivement, c'est une autre approche, mais c'est tout à fait possible. Et donc on peut avoir dans une famille 4 profils différents? Absolument, ce qui simplifie tout à la maison. Est-ce qu'il y en a qui font ça, les profils des enfants? Alors malheureusement, pas encore assez, je trouve. C'est comme pour les massages, il y a plein de gens qui vont se faire masser et qui oublient que leurs enfants pourraient aussi se faire masser. Au plus tôt, au mieux, tout. Que ce soit le massage, les audits, tout. C'est fou ce qu'on peut calmer par l'alimentaire ou par une relaxation profonde, type massage ou autre. Voilà, les enfants hyperactifs aujourd'hui, c'est quand même monnaie courante. Et il y a beaucoup de choses qu'on peut déjà calmer par l'alimentaire ou la relaxation. Et où Manger correctement, c'est fondamental, mais j'ai constaté qu'il y avait aussi des étapes préalables, comme la désintoxication. Alors qu'est-ce que vous faites si quelqu'un est fortement intoxiqué? Ouais, alors là, effectivement, parfois c'est important de passer d'abord par la désintoxication en tout genre. Ça peut être bactériologique, comme de champignons ou de métaux lourds. Là, personnellement, moi je travaille avec un homéopathe, ostéopathe qui fait ça par l'homéopathie. Voilà, en général, si on est dans un cas vraiment intoxiqué, d'abord ça, et après on s'y met tout doucement une fois que le terrain est un petit peu dégagé. Donc, en tout cas, pour être sûr, il vaut mieux remettre le système digestif en route
avant toute chose, quand on voit, par l'audit, on voit très facilement que là, c'est le bas qui blesse, quoi. Donc, si les intestins ne sont pas performants, ce qui est le cas des 3/4 des Occidentaux aujourd'hui, les dysbioses intestinales font fureur en ce moment, tout ce qui est candidose, etc., pareil, enfin, tous ces problèmes intestinaux de flore ou de parois, on va dire intestinales, c'est très commun pour les Occidentaux. Donc là, très souvent, on a une attention particulière sur le système digestif avant de faire quoi que ce soit d'autre. Ouais. D'abord désintoxication, puis réparer les intestins en même temps avec une bonne alimentation. Alors la désintoxication, c'est vraiment pour les cas très très spécifiques. Donc je dirais que ça, on est dans du cas particulier, vraiment très particulier. D'accord. Je dirais très souvent, c'est d'abord remettre les intestins en route, en bon fonctionnement, la flore, la paroi, etc. Et après, prendre le régime de croisière, entre guillemets, adapté à notre profil. Donc pour remettre les intestins, il va peut-être falloir, pendant une cure de 15 jours, faire quelque chose qu'on ne fera pas au long terme, mais qui est juste dans le but de rétablir les intestins. Et le reste se fera alors en étape 2. Alors non, il y a des profils qui sont vraiment de nature végétarienne. Alors ils peuvent en manger, mais ils vont de toute façon par nature pas être très attirés par ça et vont vraiment se ressourcer avec les légumes et les céréales et des choses comme ça. Donc ces gens-là sont très heureux dans un mode alimentaire végétarien. Il y a aussi des modes, il y a des pressions écologiques qui font que les gens vont vers le végétarisme, ce qui est tout à fait compréhensible vu ce qui se passe aujourd'hui. Malheureusement, parfois se mettent eux-mêmes dans une situation très difficile au niveau de leur vitalité, on va dire, si pas de leur santé à long terme. Donc là, parfois, moi c'est moi qui les récupère là, ou d'autres gens qui font comme moi. Et moi-même, j'ai fait cette erreur, donc quand je ne suis pas du tout un profil végétarien, et je me suis mis la flore intestinale complètement sans dessus dessous en mangeant trop glucidique finalement. C'est ça je dirais le problème des modes alimentaires végétariens pour les gens qui ne sont pas adaptés à ça, c'est que ça devient quelque chose de très glucidique, beaucoup d'oléagineuses, beaucoup de céréales avec des légumineuses, tout ça ce sont des glucides. Et alors pour des gens comme moi qui métabolisent ça très mal, après 2 ans, ça va plus. Rien de grave, je m'en suis très bien sortie, mais maintenant, clairement, je mange des protéines beaucoup plus régulièrement qu'avant. Et quand on est dans un état de fatigue, totalement genre burn-out, c'est un truc assez courant aussi de nos jours, là, il faut faire comprendre aux plus végétariens de tous que la seule façon de s'en sortir, c'est par des protéines animales. Pourquoi ? Parce que simplement l'animal a déjà métabolisé pour la personne fatiguée les minéraux et les végétaux, par exemple, en mangeant sa propre nourriture. On ne parle bien sûr pas d'animaux élevés aux hormones qui n'ont jamais vu le jour. On parle bien sûr d'une bonne viande bio ou fermière, d'animaux sains qui mangent de l'herbe, comme avant. Donc dans ces cas-là, il y a un pré-métabolisme qui s'est fait par l'animal en fait, et qui aide la personne à se remettre debout. Qu'est-ce qui se passe si on ne mange pas en fonction de son profil ? Parfois il ne se passe rien pendant tout un temps, et puis parfois il se passe assez rapidement des choses, tout dépend du capital santé à la base des gens, parce qu'on n'est pas du tout égaux non plus, il y a autant de capital santé que de métabolisme aussi, on va dire. Donc certaines personnes vont pouvoir pendant longtemps ne pas trop se soucier de ce qu'ils mangent, puis d'autres pas du tout. Donc c'est ça qui est important à prendre en compte dans l'audit, c'est vraiment chaque profil, chaque personne est différente. Il suffit aussi que la personne expérimente une période difficile émotionnellement ou au travail ou des choses comme ça, et ça change aussi la donne, alors que tout allait bien avant. Voilà. Mais bon, on ne tombe pas tout de suite dans des trucs catastrophiques, ça peut beaucoup, c'est des problèmes de flore intestinale, de parois poreuses, de fatigue. Donc beaucoup,
s'alimenter devrait nous donner de l'énergie et pas nous en prendre. Aujourd'hui, autour de moi, si je regarde, beaucoup de gens somnolent après un repas. C'est pas du tout normal. Voilà. Donc, c'est simplement ça. Donc ça peut être une fatigue chronique, ça peut être des petites inflammations, hein, les petites rhinites, les petits machins, les petites douleurs, les petites tendinites. Tout ça peut être tout à fait dû à une alimentation mal adaptée. Si elle est bien adaptée, elle ne va pas procurer d'inflammation de ce type-là, qui vont devoir, du coup, comme elle s'évacue mal par le corps, parce que peut-être que le foie détoxifie mal, j'en sais rien, va aller se loger dans les petites articulations, dans les coulements, les écoulements de nez, de gorge, des choses d'oreille aussi parfois. Voilà. Des petites choses désagréables au bout d'un moment. Ouais. Bien sûr, sans parler des ballonnements, des flatulences, des choses, des renvois qui sont encore moins agréables en société, on va dire. Ouais. Et quelles sont les plus grosses erreurs dans l'alimentation actuelle? Alors ça, c'est une question un peu piège, hein. Je ne sais pas, pour moi, chacun est libre d'avoir sa propre opinion là-dessus. Pour moi, je ne vais pas parler d'erreur, mais je vais parler de changement. Depuis, je dirais, la fin de la Seconde Guerre mondiale, il y a quelque chose manifestement qui a changé, c'est l'agroalimentaire, qui est donc devenu un business industriel et qui a rendu notre alimentation très loin de la nature et surtout bourrée de produits chimiques. Donc colorants, tous les quelque chose, additifs, bon voilà. Donc c'est ça qui a changé. Alors est-ce que c'est vraiment une erreur? Aujourd'hui on peut peut-être dire que oui, mais à l'époque on n'était pas dans cette optique-là. Donc voilà, les choses évoluent, il a fallu 3 générations pour arriver là où on est. Est-ce qu'il en faudra 3 pour inverser la vapeur? Je n'en sais rien. Sinon, je me demandais, pour les accros du sucre, qu'est-ce qu'on peut faire? Les décrocher du sucre, faire une détox sucre. Oui, ça c'est aussi un gros problème de nos sociétés actuellement. On vit dans une société ultra sucrée, il y en a partout. C'est vraiment compliqué de ne pas être confronté au sucre aujourd'hui. Donc de là, c'est déjà très très compliqué. C'est vraiment à considérer comme une drogue. Aussi pour le corps, je ne sais pas de leur faute si les gens vont compulsivement vers du sucre, il y a un dérèglement qui s'est fait et le corps demande ça parce que c'est maintenant comme ça qu'il fonctionne, parce qu'il fonctionne dans un déséquilibre. Et pour équilibrer son déséquilibre, il doit entretenir son déséquilibre. Donc il faut être radical, il faut sortir de là d'une façon assez radicale et plus manger de sucre pendant un temps. Et c'est vraiment comme une détox drogue, quoi. Hein. Donc on enlève ça du corps, on va drainer, on va nettoyer, des choses comme ça. Et la chimie du corps va changer et va soutenir les prochaines étapes pour cette personne qui, bien sûr, c'est très difficile au début de faire ça. Émotionnellement, en plus, c'est paniquant pour la plupart des gens de se dire oh, « je ne peux plus manger de sucre ». Donc il faut accompagner ça. Et encore une fois, chaque profil est différent. C'est parfois très très compliqué pour certaines personnes de sortir de là. Il y a certaines personnes qui ont besoin d'être à l'hôpital pour faire ça. Donc voilà, bon, moi je ne ferai pas ça évidemment, mais il faut comprendre que ça va toucher des choses très profondes de l'alimentaire et le sucre davantage. On ne connaît pas toujours l'histoire des gens derrière. Mais augmenter les protéines et les graisses aide à... Alors là, on est dans les petits conseils d'un hypoglycémique, je dirais classique. Hein, celui qui a fait son petit déjeuner habituel bien sucré et qui à 10-11 heures est comme ça, oui, effectivement, si on augmente les graisses, qu'on augmente les protéines et qu'on diminue les glucides, clairement, en quelque temps, ça va disparaître. Maintenant, voilà, moi je mets une réserve pour une petite hypoglycémie classique, oui, encore une fois, je ne généralise pas puisque j'individualise grâce à l'audit. Donc voilà, attention. Mais oui, ça c'est un conseil de base, je dirais, de bon sens pour tout le monde qui souffre un petit peu d'hypoglycémie, genre vers les 10-11 heures. Voilà. Encore quelques expériences intéressantes? Voilà, la plupart des gens qui viennent ici font les profils un peu, les grandes lignes qu'on a définies tout à l'heure,
dont une qui est vraiment le problème de flore intestinale, de parois poreuses, des choses comme ça. Donc là, c'est vraiment encourageant parce qu'en 15 jours de temps, on peut vraiment remettre les gens dans un confort intestinal agréable pour eux. Et puis, à partir de là, comme ils ont une base forte, ils peuvent repenser leur alimentation petit à petit. Mais au moins, la base y est. Et ça va très vite et c'est très efficace. Et les gens, ça les encourage après. Parce qu'il ne faut pas oublier que faire un audit alimentaire, c'est sans doute la chose la plus difficile à faire au niveau alimentaire. Mais c'est aussi sans doute pour ça que c'est celle qui marche le mieux, si on peut parler de marché là-dedans, mais ce n'est pas simple parce qu'on va toucher des choses profondes. Ce sont de vraies réformes alimentaires parfois, et qui dit réforme dit vrai changement profond. Pour certaines personnes, c'est un chemin assez long, voilà, mais c'est un chemin qui se fait et qui est durable. Et si on ne mange pas en fonction de son profil, on gaspille plein de nutriments qui ne sont pas utilisés ou... Voilà, du coup, surtout, on est en manque d'énergie, puisqu'on n'absorbe plus bien les nutriments, vitamines, minéraux, les principaux, qui nous aident à avoir, par exemple, de beaux cheveux, de bons ongles, une bonne flore intestinale, des choses comme ça. Et si on n'absorbe pas en plus les vitamines et tout ça, les oligo-éléments qui vont avec tous les autres trucs, clairement, on n'a plus l'énergie qui nous vient de la nourriture. Au contraire, ça devient quelque chose qui est énergivore de manger. Ça, c'est complètement à l'envers. Voilà.